et la des écosystèmes euh, à des perturbations. Donc, ce que je vais appeler ici la stabilité. Donc, c'est une question, à la base, je suis plus théoricienne en écologie, même si j'ai fait des études de biologie. Euh, mais ce qui m'intéresse pas mal, c'est essayer à la fois d'avoir des approches en écologie théorique, en développant des modèles basé sur sur les réseaux et la dynamique temporelle de ces réseaux. Et aussi comparer avec un petit peu des jeux de données et voir un peu comment on peut essayer de faire dialoguer les deux. Parce que comme vous allez le voir, en fait, dans tout ce qui est étude des liens entre structure des réseaux, d'interaction entre espèces et stabilité, en fait, il y a énormément de travaux théoriques, enfin énormément, pas mal de travaux théoriques, et c'est assez dur, en fait, de vraiment rejoindre avec des études sur les données. Enfin, du moins de mon point de vue. Donc, je sais que la plupart, alors ça ne marche pas. On va essayer. Alors, pardon, je vais essayer de passer les diapos. Voilà. Bon, pour introduire un petit peu les interactions entre les espèces et à quoi je m'intéresse ici. Donc, dans un écosystème, vous avez une grande diversité d'espèces. Ici, je vous ai pris l'écosystème d'un récif corallien. Et ces espèces, non seulement pour décrire en fait cet écosystème, on peut décrire l'abondance des différentes espèces présentes, mais on peut aussi s'intéresser aux interactions entre ces espèces. Et ces interactions, elles peuvent être de différents types. Vous avez des interactions de prédation, par exemple, requins, espèces dans l'écosystème, d'autres interactions, on peut dire de consommation, par exemple certains poissons qui vont manger des algues sur des rochers. Et vous avez aussi des interactions qui vont pas nécessairement être de la prédation, où la prédation, vous avez un effet positif sur une espèce et un effet négatif sur une autre espèce. Mais vous pouvez avoir des interactions mutualistes. Ici, je vous ai mis deux exemples. Une interaction mutualiste bien connue, c'est le poisson clown et les anémones. Vous avez un effet positif en fait des anémones sur le poisson clown qui permet en fait de se cacher contre des prédateurs. Et vous avez aussi d'autres interactions positives comme par exemple les poissons qui vont en nettoyer d'autres. Un bénéfice réciproque à cette interaction action ici. Alors ces différentes interactions, généralement on peut essayer de les décrire donc, dans les écosystèmes et les outils pour étudier la structure de ces interactions, c'est des analyses de réseau. Si je vous ai mis l'exemple d'un réseau trophique où les nœuds ici vont correspondre à des espèces ou à des groupes d'espèces. Et les liens ici, c'est un réseau trophique et ça va correspondre seulement à des interactions de consommation et de prédation. Donc c'est le type de réseau auquel je vais m'intéresser dans toute la suite de la présentation, sachant qu'on peut aussi s'intéresser aux interactions positives dans ces réseaux-là, mais voilà, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Alors une question qui a beaucoup intéressé les écologues et qui continue de les intéresser pas mal, c'est la relation entre la complexité de ces réseaux d'interaction, donc la diversité d'espèces présentes, le nombre de liens entre toutes ces espèces et la stabilité de ces systèmes. Alors stabilité, on peut le comprendre de plein de manières, mais souvent c'est un peu voilà la coexistence, le maintien de toute cette diversité de façon pérenne au cours du temps. Donc c'est quelque chose qui intéresse depuis les débuts, on va dire, en écologie. Il y a des chercheurs dès les années 50, qui sont intéressés à ces liens entre complexité et stabilité. Je vais en parler un petit peu plus après. Et c'est encore une question qui est vraiment d'actualité. Se comprendre la stabilité et des écosystèmes et leurs liens avec la complexité des communautés d'espèces. Bah voilà, on est dans un Actuellement, il y a des grands changements, on va dire, des pertes de diversité qui peuvent être importantes, avec des taux d'extinction beaucoup plus importants qu'au cours des milliers d'années passées, un certain nombre d'espèces qui peuvent soit connaître des augmentations, mais dans beaucoup de cas, des fortes diminutions d'abondance, même si il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore à ce niveau-là, et des changements environnementaux et notamment climatiques importants.
Donc, essayer de comprendre un petit peu voilà, cette stabilité des écosystèmes face aux perturbations et comprendre l'importance des interactions dans ce contexte, c'est quelque chose voilà, qui a encore pas mal d'actualité. Alors, ce lien entre complexité et stabilité, en fait, initialement, dans les travaux un peu du début des développements en écologie, euh, ça n'a pas nécessairement été des travaux avec des modèles mathématiques. Ça a été plus, on va dire, assez empirique, des modèles un peu verbaux, avec l'idée que quand on avait des écosystèmes plus divers, comme la forêt amazonienne, on allait avoir des systèmes qui sont plus stables dans le temps. Donc c'était un peu vraiment les idées initiales en écologie, c'est que on a une plus grande stabilité quand on a une plus grande complexité. Alors derrière un peu ces idées, il y a aussi l'observation que dans des systèmes agricoles, par exemple très simplifiés, on peut avoir des pics d'abondance de certains insectes visibles, etc. Donc ça paraît potentiellement moins stable que un écosystème plus complexe. Et il y a aussi quelques modèles un peu plus verbaux, notamment par MacArthur, qui a proposé que quand on avait un écosystème, enfin, un réseau trophique plus complexe avec pas mal de liens trophiques, on peut très bien imaginer que s'il y a une interaction qui disparaît, comme il y a d'autres liens trophiques possibles, ben, en fait, le système va pouvoir continuer à se maintenir. Alors en fait, cette notion de relation positive entre complexité et stabilité, qui était vraiment très prégnante dans les années 50, elle a été pas mal remise en question par le développement des, euh, des études théoriques et mathématiques en fait en écologie, notamment par les travaux de Robert May dans les années 70, où en fait il a posé cette question bon, d'un point de vue mathématique avec des systèmes d'équations où en fait chaque espèce peut être décrite par une équation différentielle ordinaire, la dynamique de chaque espèce. Donc ici, la diversité d'un système, ça va juste être le nombre d'espèces qu'on a, enfin le nombre d'équations qu'on va avoir. Et la complexité, il la traduit non seulement par le nombre d'espèces, mais aussi par le nombre de connexions, à quel point il va y avoir une densité de connexions importante entre les espèces. Et en fait, quand on pose ce système et qu'on analyse la probabilité qu'il soit stable, il y a des travaux mathématiques qui montrent que dans ce cas-là, on a une probabilité de plus en plus faible d'avoir un système qui est stable, plus on a d'espèces et plus on a de connexions dans le réseau. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais le développer un peu plus tard, ces aspects-là. Donc c'était vraiment à l'inverse en fait de l'idée un peu qu'on avait en écologie. Donc, ce que ça suggère, c'est que, en tout cas, les modèles mathématiques, avec les hypothèses qui sont faites dans ce contexte, suggèrent que quand on a une plus grande complexité, on s'attend à une moindre stabilité. Et donc, May, à l'époque, il est tout à fait conscient que, ben, quelque part, il pose un problème important, en fait, en écologie, parce que toute la question, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut observer des écosystèmes et des communautés d'espèces avec beaucoup d'espèces très riches et beaucoup d'interactions. Donc, à la fin de son article, il dit que la tâche, hein, vraiment, c'est de comprendre les devious strategies, enfin, les caractéristiques, on va dire, dans les systèmes écologiques qui permettent d'avoir des systèmes persistants, avec complexes dans le temps. Comment on définit la stabilité? C'est une très bonne question et en fait, enfin, je vais revenir un petit peu après là-dessus, mais dans l'étude de May, en fait, c'est des systèmes d'équations différentielles ordinaires. Il analyse la stabilité de la matrice jacobienne, donc c'est probabilité d'avoir un système stable versus non stable. Donc c'est clairement une des réponses est dans la notion de stabilité et laquelle a du sens, on va dire, en écologie. Euh, donc depuis les travaux de May, en fait, il y a eu pas mal de travaux en écologie théorique sur cette question. Je vais en lister quelques-uns, mais l'idée n'est pas vraiment d'être exhaustif là-dessus, pour bien essayer de comprendre, voilà, dans quel cas on avait ces relations particulières entre complexité et stabilité. Donc il y a différentes grandeurs de complexité qui ont intéressé les écologues dans ce contexte.
À la suite des travaux de Robert May, il y a pas mal de travaux qui sont intéressés au lien entre la diversité, donc le nombre d'espèces, la connectance, qui est juste la densité de liens dans notre réseau, euh, et ses liens avec la stabilité. Donc, il y a un tas d'études qui ont montré des résultats relativement cohérents avec ceux de Robert May, d'autres qui, en introduisant des hypothèses un peu différentes sur le comportement des prédateurs et leur capacité à changer de comportement face à l'abondance des proies, ont montré qu'on pouvait inverser cette relation entre complexité et stabilité, avec dans certains cas une plus grande complexité menant une plus grande stabilité. Donc voilà, il y a tout un tas de travaux là-dessus. Et un autre aspect qui a pas mal intéressé les écologues en théorie sur ces questions, c'est comprendre le lien entre la longueur des chaînes trophiques, qu'est-ce que c'est, et la stabilité. Alors une grandeur qui intéresse pas mal en écologie des réseaux trophiques, hein, en fait, c'est le niveau trophique des espèces, hein. C'est le nombre de chemins d'énergie qu'il faut faire pour aller depuis la base du réseau trophique, c'est-à-dire les producteurs primaires, les plantes, qui sont capables de faire de la photosynthèse et de grandir sur des nutriments, enfin sur des choses abiotiques. Et donc le nombre de chemins qu'on va avoir depuis les plantes jusqu'à l'espèce en elle-même. Donc là, un réseau trophique qui a des longueurs de chaîne très grandes, c'est qu'il y a des super prédateurs qui mangent même des herbivores, etc. Et donc il y a un certain nombre de travaux qui ont montré que cette longueur des chaînes trophiques, elle avait aussi un impact sur la stabilité des communautés, avec un certain nombre de travaux, avec des résultats un peu contrastés là aussi, des travaux montrant que quand on avait des niveaux trophiques très élevés, ils étaient généralement moins stables, mais ça dépend un petit peu de la structure, on va dire, un peu fine du réseau. Aussi, c'est pareil, si c'est des choses qui vous intéressent, on peut en discuter après. Alors, il y a tous ces travaux en écologie théorique, hein, mais en fait, ce qui manque un petit peu, même encore maintenant, c'est un peu de pouvoir tester ces prédictions de ces modèles avec des données et des mesures de stabilité des communautés. Ce manque de connexion entre théorie et expérience, il est en partie lié au fait que la notion de stabilité qui est étudiée en écologie théorique est assez différente de celle qui va être mesurée avec des données sur le terrain. Là, c'est les résultats d'une synthèse de la littérature sur ces questions, qui est un petit peu ancienne maintenant, mais qui est très intéressante à lire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a aussi un aspect sciences humaines, la notion de résilience. Enfin, voilà, c'est un super article, hein. Et en gros, ce qu'ils ont montré dans cet article, en faisant un peu une synthèse de la littérature sur le sujet, c'est que dans les études plus basées sur des observations empiriques et expérimentales, on avait tendance à s'intéresser à des notions de stabilité qui étaient liées à la variabilité. Variabilité des abondances de population d'une année sur l'autre, de fonctionnement de l'écosystème à un moment ou à un autre. Alors que les études théoriques, généralement, se basent sur cette notion, voilà, basée sur des systèmes d'équations différentielles avec stable versus non stable, basée sur la jacobienne du système à l'équilibre. Donc, c'est des approches assez différentes. Et en fait, les effets de la complexité peuvent dépendre de la mesure de stabilité à laquelle on va s'intéresser. Donc clairement, il faut vraiment mieux connecter ces différents aspects. Faut étudier les mêmes notions de stabilité déjà. C'est un équilibre. Oui, c'est un C'est ça. équilibre. Ça aussi, hein. Tout à fait. Oui, oui. Ben, je vais en parler un petit peu de l'instabilité des oscillations, parce que le travail théorique que j'ai montré, c'est vraiment l'instabilité des oscillations. Mais là, c'est vraiment, voilà, on a un équilibre et on regarde s'il est stable ou instable. C'est ouais, c'est bref, c'est ce qui est, je pense, mathématiquement le plus facile, entre guillemets, mais qui est plus difficile pour un écologue à vraiment rattacher à quelque chose qu'on mesure. Alors, j'ai dit qu'il y avait une déconnexion entre théorie et expérience-observation. Alors, c'est pas totalement vrai, bien sûr. Et un domaine notamment
où je trouve qu'il y a une assez bonne connexion, enfin il y a eu en tout cas des développements vraiment en connexion entre théorie et expérience, c'est sur les études qui sont intéressées au lien entre la diversité des communautés végétales, des plantes, et la stabilité du fonctionnement de l'écosystème. Alors en fait, c'est tout un tas d'études qui ont commencé dans les années 90-2000, où l'idée c'était d'essayer de comprendre comment la diversité en tant que telle pouvait affecter la biomasse totale, la production d'un écosystème donné. Et donc c'est basé sur des expériences généralement d'assez grande ampleur, où ils ont planté des petites placettes avec différentes espèces. Et chaque placette, en fait, correspond à une composition d'espèces différentes et avec des diversités différentes. Donc l'idée, c'est vraiment d'étudier en tant que tel l'effet de la diversité sur la biomasse totale de plantes, etc. Donc ces expériences, généralement, c'est des expériences de long terme. Ce qu'elles ont montré, c'est que dans une grande partie des cas, la diversité, les placettes à plus grande diversité de plantes ont une plus grande biomasse totale végétale. Donc il y a un effet positif global de la diversité parce que les différentes espèces ne vont pas utiliser, etc. Et aussi les variabilités temporelles d'une année sur l'autre. Oui, ça permet de régénérer le sol, c'est ça? Alors il y a des aspects sol, c'est un peu complexe, il y a plein de choses qui jouent. En fait, un exemple, c'est que deux espèces de plantes, par exemple, elles vont pas aller chercher les nutriments minéraux à la même profondeur dans le sol. Donc en fait, quand on a une plus grande diversité de plantes, on va avoir une meilleure utilisation des ressources d'azote ou de phosphore. C'est un des mécanismes. Il y a aussi des interactions avec le sol, enfin, il y a plein de choses qui jouent. Mais globalement, voilà, on a une meilleure biomasse, on va dire, globale. Et il y a aussi un effet sur la stabilité, parce que les expériences de long terme sur ces études ont montré que quand on avait une plus grande diversité de plantes, on avait la biomasse totale d'une année sur l'autre était moins variable. Donc on avait une plus grande stabilité. Donc là, c'est le graphique ici, une de ces expériences. Est-ce que parce que tu avais le biomasse, donc c'est l'ensemble? L'ensemble de toutes les espèces combinées. Ah, et pas avec des ressources dans le sol, juste ces espèces. Oui, en gros, on prend les plantes et on fauche et on pèse au total la quantité de biomasse. Et donc, plus tu ces espèces, Oui, et plus la plus ta biomasse biomasse, totale est grande. Oui, donc en termes de productivité, c'est intéressant. oui, oui, oui. Ben, il y a des choses un peu en. Alors évidemment, c'est En complexe. agroécologie, Oui, en agroécologie, oui, oui, pour ce des. qu'ils appellent intercropping. Ah, il y a intercropping, tout à fait. C'est tout à fait lié à ces aspects-là. Il y a aussi des tests sur des à augmenter plus variabilité génétique en fait, on va dire. Et résistance Voilà. en fait, Tout à fait. Au nuisme. Je sais pas trop le terme, mais oui. Aux herbivores qui mangent les cultures. Ouais. Voilà. Ouais. Donc il y a aussi des effets à ce niveau-là. Donc ça, c'est bon, il y a beaucoup de recherches en fait sur ces questions-là. Et ce qui est intéressant dans ce domaine d'études, c'est qu'il y a eu aussi pas mal de travaux théoriques qui ont été développés en parallèle pour essayer de bien comprendre les mécanismes qui pouvaient expliquer ces effets positifs de la diversité, aussi bien sur le fonctionnement global, la biomasse totale et la stabilité. Aussi, je vous ai mis un article qui fait un peu une synthèse là-dessus. Et plutôt un bon exemple, on va dire, de connexion entre théorie écologique et expérience et observation dans ce domaine. Mais ce qui manque un peu, et ce qui va être un peu le but de ma présentation ici, c'est que on reste très focalisé sur des plantes, à un seul niveau trophique, et on va pas vraiment faire des aspects de stabilité de l'écosystème, mais en intégrant la structure des réseaux trophiques. Donc en fait, bon, ça commence à dater un peu, mais ma thèse portait déjà un peu sur ces questions, intégrer les interactions trophiques dans ce domaine d'études. Et ce que je vais vous présenter, c'est des travaux un petit peu plus récents sur cet aspect-là aussi. OK. Ah oui, donc voilà, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est certains résultats d'un projet ANR qui commence à dater un peu presque maintenant. Donc c'est principalement des travaux donc, qui étaient en collaboration avec des collègues du muséum. Et les travaux que je vais vous présenter, c'est principalement les travaux de Alain Danet, qui était en postdoc à l'époque, qui est maintenant chercheur minéral à Rennes, et Jérôme Aschenbrenner, qui était en thèse sur ces questions-là. Ok.
Donc l'idée c'était du projet, c'était d'essayer de reconnecter un tout petit peu ces aspects théoriques et ces aspects, on va dire, empiriques et expérimentaux. Sachant que, comme vous allez le voir, la reconnexion n'est pas parfaite, c'est-à-dire qu'on a encore une partie plus analyse de données et une partie modèle, mais l'idée c'était au moins qu'il y ait un peu un dialogue et qu'on se focalise au moins sur les mêmes mesures de stabilité et sur les mêmes mesures de structure de réseau. Donc la première partie, c'était d'essayer à partir d'un jeu de données de communautés de poissons de rivières en France, de voir un peu quelles étaient les corrélations entre la structure des réseaux trophiques de poissons et la stabilité de ces communautés. Je vais vous expliquer un petit peu le jeu de données après. Et je vais vous parler de deux mesures qui nous ont intéressés dans ce projet. Une partie qui est vraiment à la suite des expériences dont je vous ai parlé, ça a été la variabilité au cours du temps de la biomasse totale de poissons ici. Euh, on somme tous les poissons et leur biomasse et on regarde à quel point ça fluctue au cours du temps. Euh, et l'autre aspect qui est peut-être un peu moins classique, c'est qu'en fait, souvent, ces communautés, on les observe pas vraiment à un équilibre. Enfin, elles sont en changement. Et l'idée, c'était de regarder les changements au cours du temps de diversité, de structure de réseau trophique et de biomasse totale et de voir comment ces différents changements étaient corrélés entre eux. Donc à chaque fois, je vais vous présenter l'aspect données et l'aspect modèle, en focalisant peut-être un peu plus sur l'aspect données qui est plus original, on va dire, pour moi, du moins en écologie, sur cet aspect. Donc les données, on a utilisé un jeu de données qui est assez génial, qui est issu de pêche électrique faite par l'ONEMA et maintenant l'OFB pour un suivi des rivières en France. Donc en fait, chaque année, dans un grand nombre de sites, ils visitent avec le même protocole, ils font des pêches électriques et ils récupèrent tous les poissons pêchés, ils les mesurent, ils déterminent l'espèce et ils les relâchent. Bon, les poissons sont pas super en forme, mais globalement, en théorie, ça les tue pas. En théorie. Je sais pas exactement, moi je suis pas trop de terrain, donc mais en théorie, voilà, c'est pas l'idée, c'est pas de on les remet. Et donc, c'est un jeu de données qui est assez vaste, qui est disponible quand on demande les données, qui est ouvert. Et nous, on s'est focalisé, comme on s'intéressait à la stabilité, à tous les données où on avait plus de 10 ans de mesure chaque année de ces poissons. Donc, bon, déjà, c'est très chouette d'avoir grand jeu de données comme ça, mais la première question qui nous intéressait, nous, ce qui nous intéresse, c'est la structure du réseau trophique. Donc, la première étape, c'est d'essayer de reconstruire un réseau trophique à partir des données d'observation. Dans un site, on a toutes les espèces de poissons, leur taille, et on veut reconstruire un réseau trophique potentiel. Alors, ça peut sembler simple, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en écologie, décrire des interactions, c'est pas du tout évident. Ça demande un travail assez important d'échantillonnage, etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des connaissances issues de la littérature pour reconstruire le réseau potentiel, pour savoir ce qui mange. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait. Donc ça est quelque chose qui a été développé par Eric Edlin, Willem Bonafé et Alain Danet pour essayer de partir de nos jeux de données de listes d'espèces pour reconstruire un réseau trophique. Donc ce qui est assez pratique dans ce jeu de données, c'est qu'on a la taille de tous les individus récoltés. Et en fait, la taille corporelle des individus, c'est quelque chose qui a un lien relativement fort avec, avec ce qu'ils vont pouvoir manger. Globalement, il faut être suffisamment gros pour pouvoir manger quelque chose. Donc, en gros, les gros mangent les plus petits. Et donc, on a vraiment utilisé ces connaissances sur la taille. Et en fait, pour chaque espèce, bon, il y a eu différents tests, mais à la fin, on a utilisé 9 classes de taille pour chaque espèce.
Et pour chaque classe de taille, on a utilisé des données issues de la littérature sur le régime alimentaire de ces classes de taille pour cette espèce de données. Alors ici, par exemple, pour la truite, hein, voilà, vous avez les plus petits qui mangent voilà, les invertébrés et des phytoplanctons, et les plus gros qui peuvent manger des poissons. Ça, c'est la première étape. Donc, on sait à peu près le type de ressources qu'ils peuvent manger. Une fois qu'on a des données pour une classe de taille donnée, alors on n'a pas les données pour les invertébrés et les phytoplanctons, donc on avait juste des nœuds invertébrés et phytoplanctons. C'est la vie, hein, c'est avec. Mais pour les poissons, on a les données de taille de tous les poissons. Donc on peut savoir un peu la gamme de taille que chaque individu va pouvoir manger. Et ça, pareil, à partir de la littérature, on sait dans quelle gamme de taille potentiellement un poisson va pouvoir se nourrir. Et donc, ça permet de reconstruire en gros les liens possibles entre chaque espèce, classe de taille et les différents poissons. Donc voilà, ça permet de reconstruire nos réseaux. Et à la fin, oui, pardon, je reviens avant. Ouais. Vous avez plus d'informations sur les réseaux entre les poissons, Oui, entre les poissons hélas, oui. qu'avec Hélas, ouais. oui, oui. Et ça, bah, c'est une des grosses limites de ce jeu de données. Là, on est en train de travailler. Enfin, moi, je participe pas trop, mais il y a une postdoc qui a intégré aussi. Il y a des données d'invertébrés aussi dans ce jeu de données-là, mais pas nécessairement au même endroit et tout. Mais on peut essayer de commencer à reconstruire, sachant que les invertébrés, généralement, on a moins de connaissances encore sur ce qui mange que les poissons. Mais voilà, on peut essayer d'aller un peu plus loin. Mais il y a des limites claires à ce niveau-là. Donc oui, on a juste le haut du réseau, on va dire. Et les nœuds gris là qu'on a, en gros, c'est les ressources des différents invertébrés et ressources basales. Donc là, vous avez un exemple voilà, dans un site hein, où on a bah, la biomasse des différentes espèces hein, et on a le réseau reconstruit pour chaque année euh, pour, dans chaque site. Donc ça permet d'avoir une estimation de la structure du réseau trophique et potentiellement de la stabilité avec la variabilité de la biomasse. Alors je ne vais pas parler trop, mais je vais parler un tout petit peu du modèle, parce que l'idée du projet, c'était quand même d'avoir une partie un petit peu théorique hein, euh, euh, pour essayer d'étudier les mêmes mesures de stabilité, mais d'une façon très théorique. C'est-à-dire que l'idée ici, c'était pas de faire un modèle sur nos poissons, avec les paramètres des poissons dans les rivières, etc. C'était de voir, d'un point de vue général, quels étaient les attendus sur les liens entre réseaux trophiques structurés par la taille, les plus gros, les plus petits, et stabilité de ces réseaux. Donc ça reste une approche assez théorique et assez classique, on va dire, en écologie. Donc le modèle, c'est un modèle qui est à partir d'un article de Schneider et collaborateurs qui est basé, paramétré à partir de données sur la taille corporelle des espèces. Donc ici, en gros, vous avez l'équation pour les producteurs primaires, hein, pour les plantes. Ici, vous avez l'équation de la dynamique pour une espèce d'animaux, on va dire de consommateurs. Hein. Les interactions trophiques, bah, vous les voyez ici. Vous voyez que il y a certaines espèces d'animaux qui vont consommer des plantes et donc avoir un effet négatif sur la croissance des plantes. Et inversement, vous avez un effet positif sur les animaux, etc. Donc, dans ce type de modèle, globalement, il y a deux aspects qu'il faut arriver si on veut le paramétrer un tout petit peu. Donc, il faut déterminer le réseau trophique, quelle espèce est potentiellement prédatrice d'une autre, et aussi donner des valeurs à ces coefficients de taux de mortalité, taux de consommation, etc. Donc, durant les 10-15 dernières années, il y a eu pas mal de modèles de réseaux trophiques qui ont essayé d'être développés en écologie en paramétrant un tout petit peu avec des grandeurs pas absurdes
ce type de modèle. J'ai oublié de dire. Voilà. Donc, c'est un modèle assez classique dans le sens où, je ne sais pas si vous connaissez le modèle Lotka-Volterra, Oui. ceux qui connaissent. En fait, c'est un Lotka-Volterra en plus, c'est pas linéaire la relation ici, on a une saturation à forte densité de poids, globalement. Saturation de feu. Enfin, en gros, la consommation de la prédation, elle sature quand on a beaucoup de proie, il va plus y avoir un effet positif, ça sature. C'est là qu'il arrive de manger. Alors oui, en gros, l'idée derrière, c'est que un prédateur, il va mettre un temps à manipuler ses proies, il va plus avoir faim, enfin, il va pas manger de façon infinie. Pas des termes. Alors il peut, mais Ça se- oui, en dim time, tout à fait. Il va pas, quand il y a une quantité de proie monstrueuse, il va pas manger de façon proportionnelle à la quantité de proie présente. Enfin, c'est un peu l'idée derrière. Après, bon, il y a des modèles qui sont plus l'autre Volterra. Enfin, ça a des impacts sur la dynamique et la stabilité. Ça, on n'a pas trop exploré ici. Et voilà. C'est assez classique d'avoir ce type on appelle ça la réponse fonctionnelle avec la saturation. Les deux, sont les deux premiers termes, sont les mêmes. Oui, tout à fait. Alors, je crois que dans un cas, c'est... Alors, pourquoi? Ah oui, là, c'est quand ils consomment les producteurs primaires. Et là, c'est quand ils consomment d'autres animaux. Sont, sont les mêmes termes. Oui, c'est juste c'est la valeur de ce coefficient qui n'est pas la même, hein. Avec généralement dans ces modèles qui sont un petit peu paramétrés, c'est avec l'idée que quand on consomme des plantes, ça va être moins facilement digérable et ça va amener à moins de croissance que si on consomme un autre animal. En gros, c'est l'idée derrière. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Tout à fait. Euh, oui, donc la caractéristique de ce modèle, c'est il est totalement basé sur des relations de taille. En fait, chaque espèce est caractérisée par une taille corporelle, enfin, des individus de cette espèce. Et en gros, les espèces qui sont plus grosses vont pouvoir manger les espèces qui sont plus petites dans une certaine gamme de taille. Donc c'est assez proche de la façon dont on a reconstruit nos réseaux de poissons, avec l'idée que en fait, voilà, l'espèce numéro 15 ici, elle va manger dans une gamme de taille déterminée ici, et c'est comme ça qu'on va reconstruire les interactions potentielles entre toutes les espèces. Donc nos paramètres ici, B, I, J, en fait, ils sont égaux à zéro quand l'espèce a une taille qui ne rentre pas dans la gamme de consommation de l'espèce. Donc voilà, ça c'est. On a pris ce modèle parce qu'il a quand même, enfin, il a un lien plus ou moins avec les réseaux de poissons, on va dire, à ce niveau-là. Et l'autre caractéristique de ce modèle et de tous les modèles un peu récents de réseaux trophiques, un peu paramétrés à partir de la taille corporelle des espèces, c'est qu'il y a un certain nombre de paramètres ici, en fait, qui sont très reliés à la taille corporelle. C'est-à-dire que il y a tout un tas d'études qui montrent que le métabolisme des espèces, enfin, la respiration, est énormément relié à la taille corporelle. Bon, quand on va de la bactérie à l'éléphant, hein, et donc en fait, les termes de perte, les termes de mortalité, on peut en partie les paramétrer à partir de la taille corporelle des espèces. Ça définit un peu la vitesse, on va dire, de la démographie. OK. Donc le modèle, c'est vraiment un modèle par simulation. En fait, voilà, on génère plein de réseaux trophiques, on analyse, on fait de l'intégration numérique, on analyse la, la dynamique des différentes espèces au cours du temps, on regarde les espèces qui survivent, parce qu'il y a toujours des extinctions. Et pour étudier un petit peu la stabilité, en gros, on s'est intéressé à l'amplitude des cycles de la biomasse totale, donc de la somme des biomasses de tous les animaux. Et c'est notre mesure de stabilité à laquelle on s'est intéressé ici. Avec l'idée de regarder voilà, à l'équilibre
quelle est la corrélation entre la structure du réseau trophique qu'on a à l'équilibre et la variabilité de cette biomasse totale. Et on s'est intéressé aussi à juste voilà, le lien entre les corrélations qu'on avait dans toutes nos simulations, entre la structure de nos réseaux, la biomasse totale, la diversité, pour regarder un peu voilà, quelles pourraient être les attentes de ce type de modèle. OK. Donc là, je vais vous présenter un peu quelques résultats à chaque fois pour les deux grands thèmes que j'ai annoncés. Donc déjà, on peut se demander à la fois dans les données de notre jeu de données de poissons et dans le modèle, quelle est la relation entre structure de nos réseaux trophiques et variabilité de la biomasse totale, soit de nos poissons, soit des animaux dans le modèle. Alors j'ai... Oui, bien sûr. Sur les lointains, excusez-moi. Comment on fait la mesure des poissons sur les objets? Par quel type d'instrumentation? Alors là, c'est des suivis en fait qui ont été faits par l'OFB et l'ONEMA, où c'était des pêches électriques. Donc en fait, c'est d'ailleurs obligatoire, je crois, dans le suivi de la qualité de l'eau au niveau européen. Et en fait, alors moi j'ai jamais fait, donc je ne sais pas exactement, mais en gros, il y a des personnes qui chaque année, quand c'est des petits cours d'eau, ils vont juste aller se mettre au milieu du cours d'eau et mettre des trucs électriques là et récupérer après tous les poissons. Parce que ça les assomme en fait. Et donc après, on peut récupérer tous les poissons et les mesurer et déterminer quelles espèces sont là et après, ils les relâchent. On mesure un flux et c'est le résultat en quantité quelle unité? Ah, c'est juste un nombre. C'est un nombre. Unité de Densité. C'est une densité, ouais. En fait, quantité. en gros, pour chaque, on va avoir un nombre d'individus pêchés et le poids de chaque individu pêché. Et l'espèce de chaque individu C'est pêché. pour les poissons. Et quand on prend les autres éléments du système de nourriture, Alors là, on n'a pas de données. C'est, hélas, en fait, il nous manque toute la base du réseau. la base de La base du réseau trophique, en fait, il nous manque Ça. les producteurs. saisie en fait. Ben, on n'a que la partie haute du réseau. Émergé, voilà. Pour les poissons, c'est. Et c'est vrai que ça manque. Après, ce qui est très chouette dans ce jeu de données, c'est qu'au moins le protocole est généralement un peu fixe d'une année sur l'autre. Donc en fait, on évite un certain nombre de biais liés à, voilà, ils vont à la même date, mesurer de la même manière les poissons. Donc ça évite d'avoir beaucoup, voilà, plein d'autres problèmes, on va dire, qui seraient liés à ça. Mais c'est assez classique de donner en écologie dans le sens où il nous manque toujours des bouts du réseau trophique. Et ouais, et on est un peu limité par les données. Du coup, les variables du modèle, c'est le nom du poisson. Alors là, là c'est ce que vous allez voir. Ici, nos variables au total. Là, c'est la biomasse totale, c'est le poids total de poisson, on va dire pêché par mètre carré, chaque année, dans chaque site. Et les variables que là, je vais les présenter en fait. Alors, c'est les espèces. Nous, on s'intéresse à la biomasse totale, mais voilà, c'est réparti entre différentes espèces. Parce que les espèces noires, Oui, bah, ça fluctue. Après, bon, c'est assez classique, en fait, de voir le changement. Alors, est-ce que c'est que. Ouais. est-ce qu'il n'y a pas de temps pour la mesure? Alors là, c'est par an. Oui, pardon. C'est chaque année, il y a une mesure. Donc, l'échelle, c'est oui, l'échelle, c'est annuel. Oui, oui, oui. Oui, on n'a pas de. Non, c'est assez classique d'avoir des changements très très forts en fait d'une année sur l'autre. Alors, est-ce que c'est lié au fait que, de toute façon, c'est qu'il y a un échantillonnage à un moment donné, enfin voilà, mais il y a plein de choses qui varient. Alors ça, c'est ultra classique des données en écologie. Bref. Ouais. Oui, potentiellement, hein, ça peut être très instable. Ouais. Oui. Alors après, la question, c'est est-ce que c'est pas juste qu'on a un peu capturé, enfin, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Ouais, ça, je ne connais pas bien, mais
Il y a à la fois l'aspect naturel et à la fois des problèmes de détection potentiellement. Mais en tout cas, c'est classique d'avoir des grands changements. Euh, et donc, ce qu'on a étudié dans ces données-là, euh, bon, globalement, pour chaque site, on a caractérisé en fait une sorte de moyenne, enfin, on a pris la médiane de la richesse spécifique d'un site. Comme on a un réseau par an, on a regardé voilà, le réseau moyen, pareil, la médiane de la connaissance. Alors, du niveau trophique moyen. Alors ici, le niveau trophique moyen, en fait, on fait une moyenne pondérée par la biomasse du niveau trophique de chaque espèce. Donc en fait, ce que cette valeur traduit, c'est un peu plus, voilà, est-ce qu'on a beaucoup de biomasse en haut de réseau ou est-ce que c'est vers le bas de notre réseau de poissons? Donc ça, c'est un peu les caractérisés pour chaque site. Ça. Et ce qui nous intéresse, c'est des mesures de stabilité. Donc là, en fait, c'est l'inverse du coefficient de variation de la biomasse totale au cours des années. Donc c'est notre mesure de stabilité. Et en fait, ce coefficient de variation de la biomasse totale, il peut être, enfin, mathématiquement, il peut s'exprimer en deux composantes. Une partie qui va traduire la variabilité des espèces pondérées par leur biomasse, et une partie qui traduit à quel point ces espèces varient de façon synchrone ou pas. Ce qu'on peut voir, c'est que si toutes les espèces fluctuent de façon synchrone, bah, la biomasse totale, elle va beaucoup plus fluctuer que si une année, c'est une espèce qui est abondante et l'autre, c'est qui est abondante. Donc, c'est deux aspects, en fait, voilà, synchronie et variabilité des populations. Voilà. Et donc là, après, ce qu'on a analysé, c'est à quel point on avait des corrélations dans notre jeu de données entre le nombre d'espèces, la structure du réseau et ces différentes parties composantes de la stabilité. Bon, alors, je vous donne quelques exemples parce qu'on a regardé, enfin, on a fait des stats un peu plus complexes. Évidemment, on a pris en compte les effets des variables environnementales, enfin, du moins autant qu'on pouvait, parce qu'il y a des rivières voilà, qui sont dans des milieux plus ou moins chauds, avec des plus ou moins variables, etc. Donc ça, on a essayé de le prendre en compte. Mais là, je vous montre voilà, quelques relations. Et en gros, ce qu'on a observé, et ce qui est relativement intéressant, c'est que on a une corrélation bon, attendue entre la richesse, le nombre d'espèces, la diversité et la synchronie. C'est-à-dire que qu'on a une plus grande diversité, c'est tout en log, hein, pour l'échelle un peu bizarre. Quand on a une plus grande diversité, on a une synchronie moindre, ce qui peut sembler logique, parce que si on a plein d'espèces, ben, on a plus de chances d'avoir des espèces qui, certaines augmentent, d'autres diminuent, etc. Donc ça, c'est assez attendu. Et par contre, on a une relation avec une plus grande variabilité des populations quand on a plus de diversité. C'est-à-dire que si on a plus des communautés avec plus d'espèces, ça va être en moyenne plus fluctuant, les populations. Plus d'espèces dans la chaîne trophique. Oui, dans le réseau au total. Ouais. Euh, Et en fait, quand on combine ces deux aspects, globalement, dans le jeu de données, on a une corrélation avec moins de stabilité, donc plus de variabilité de la biomasse totale quand on a une plus grande diversité. Donc un effet plutôt déstabilisant, on va dire, de la diversité, d'après ces données. Par contre, quelque chose qui est assez fort dans les données, c'est qu'on a une relation aussi avec la hauteur trophique moyenne des espèces dans le réseau. Et globalement, ce qu'on observe, c'est que dans les réseaux trophiques, on a plus de biomasse assez haut dans le réseau. On a généralement une biomasse totale qui est plus stable au cours du temps. Et donc une variabilité des populations qui tend à être moindre. Et ça, c'est un résultat, bon, ça n'a pas l'air si beau que ça, mais enfin voilà, ce qui était relativement robuste dans nos études. Alors la question qu'on peut se poser, c'est OK, alors qu'est-ce que le modèle un peu théorique qu'on a mis en parallèle a donné à ce niveau-là? C'est ce que je vais vous montrer.
Alors, ce qui est intéressant, du moins pour la partie niveau trophique, c'est qu'on retrouve cette relation assez claire, on va dire, entre guillemets, entre quand on a plus de biomasse au sommet du réseau trophique, on a tendance à avoir une variabilité moins forte. Par contre, on a des relations assez différentes pour la diversité. On retrouve, voilà, c'est ultra variable, hein, mais on retrouve une moindre synchronie quand on a plus d'espèces, ce qui sont relativement logiques. Par contre, dans nos simulations, on tend à avoir aussi un effet stabilisant de la diversité sur la variabilité des populations, ce qui n'est pas du tout cohérent avec ce qu'on a trouvé dans les deux. Pour en discuter un peu, bon, il y a plein de possibilités pour expliquer. De toute façon, le modèle est assez différent des données, mais on a quelques idées sur quoi ça fait ça. Et ce que j'ai pas dit, et ce qui était surtout intéressant au niveau du modèle, c'est que en fait les travaux de Robert May, dont je vous ai parlé au tout début, il insistait beaucoup sur l'importance de la connectance, de la densité de liens, sur la stabilité. Et en fait, dans le modèle théorique que je vous ai présenté et dans la partie analyse de données, on n'a aucun lien observé, aucune corrélation entre connectance et stabilité. Donc voilà, c'est pas nécessairement la mesure qui a le plus de sens dans ce contexte-là. Et voilà, ce qui était intéressant, c'est, je pense, notamment cet aspect niveau trophique moyen et stabilité qu'on retrouve dans les deux cas. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais essayer. Il est 53. Oh là là, ok. Je vais parler un tout petit peu, mais plus rapidement dans ce cas de ce parti-là, qui est plus en progrès, en fait. J'espère. Ok, ah oui, oui, je pense que. Donc là, c'est les parties que je vous ai présentées, ça a déjà été publié. Ça, c'est plus en cours. Enfin, on essaye de finaliser cette partie-là. Et l'idée, c'était de s'intéresser à un autre aspect de stabilité qui est généralement pas trop regardé dans un contexte de réseau trophique. C'est de plutôt regarder les changements temporels de biomasse, de diversité et de structure de réseau trophique et de voir à quel point ils sont reliés entre eux ou pas. Sachant qu'on est voilà, dans des communautés qui peuvent, dans un certain nombre de cas, montrer des changements forts. Pour la petite histoire, les données que je viens de vous présenter, on n'a pris que les cas où on pouvait dire qu'on était plus ou moins à un équilibre. Parce qu'évidemment, la variabilité, pour un truc qui est en train de s'écrouler ou d'augmenter, c'est pas nécessairement le même sens. Et puis, une question, Oui. on a parlé du modèle de Volterra. Oui. C'est pas mon domaine du tout. Donc, il y a des matrices aléatoires à mettre en évidence. Est-ce que vous cherchez à mettre en évidence un coefficient ou vous cherchez là autre chose exactement? Alors là, je mets pas du tout, en effet. Alors les travaux de Robert Pike que vous avez ratés s'intéressent à ces aspects de matrices jacobiennes et aléatoires d'ailleurs pour regarder un peu voilà, dans quel cas c'est stable ou instable. Mais en fait, les travaux théoriques qu'on a développés et les analyses de données sont pas dans ce contexte-là. On n'estime pas les valeurs. Il y a des travaux qui le font, hein, qui essayent d'estimer un petit peu les forces d'interaction dans les réseaux à partir de sphériques temporelles. Tout à fait. Là, c'est pas du tout ce qu'on a fait, et je pense qu'en plus, au vu des données qu'on a, on n'a pas assez de données. On a 10 points de données, c'est pas suffisant. Ouais. En fait, il faut vraiment faut des données vraiment très fines qui souvent sont difficilement accessibles en écologie, à part certains systèmes très précis. Ok. Donc, alors voilà, les changements temporels, on va dire, de nos communautés de poissons. On revient aux poissons. Donc là, ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder un petit peu comment les tendances temporelles, c'est-à-dire ici, vous avez l'exemple d'une communauté où il y a voilà, un déclin de biomasse totale peu à peu au cours des années, même si ça fluctue, hein. Et on peut regarder à quel point ce déclin de biomasse est corrélé à un déclin de richesse spécifique, donc de diversité, ou à des changements de structure de réseau trophique. Pardon. Je pose une question dans le chat. Est-ce que Oui, tu peux la lire bien sûr. Donc, c'est Anaïs Douas qui demande. Pardon.
Les variations structurelles dépendantes des enjeux environnementaux sont-elles prises en compte dans les variabilités mesurées au fil du temps? Je répète. Oui. Les variations Ouais. structurelles dépendantes des enjeux environnementaux sont-elles prises en compte dans les variabilités mesurées au fil du temps? Ben, en fait, ici, on prend en compte que les aspects, on va dire, biologiques, communauté, poissons. On ne prend pas, sur cette partie-là, on n'a pas intégré des changements, je ne sais pas, de quantité de pesticides, d'autres aspects environnementaux qui Oui, pourraient, c'est ça. on pourrait prendre en compte des aspects de changement d'occupation des terres et tout ça. Mais ça, on l'a pas pris, en tout cas, dans cette partie-là. Ce serait intéressant, clairement, hein, pour corréler les changements qu'on observe, mais c'est presque une autre question. Mais en tout cas, on l'a pas fait. On s'est vraiment intéressé à la corrélation entre les changements de structure de réseau trophique et les changements de biomasse et de diversité. Donc à chaque fois, en fait, pour chaque site, on estime en fait euh, une pente qui va correspondre voilà, au changement de biomasse, changement de diversité, changement de niveau trophique moyen, changement de connectance. Et on a mesuré aussi un autre particularité de la structure des réseaux qui s'appelle la proportion de liens trophiques redondants où en gros, l'idée de lien trophique redondant ici, c'est quand on enlève ce lien-là, on n'a pas un lien est redondant, c'est quand on l'enlève et on supprime, on n'a pas une espèce isolée qui va s'éteindre, en fait. Donc ça traduit une sorte de mesure de robustesse du réseau trophique. Et donc on a regardé voilà, comment cette redondance du réseau trophique changeait aussi au cours des années. OK. Euh, donc, basiquement, en fait, on estime cette pente pour la biomasse, la diversité, nos différentes mesures de structure. Et ce à quoi on s'est intéressé, c'est de regarder à quel point ces changements de structure de réseau étaient corrélés à des changements de biomasse et de diversité. Euh, alors, je vous montre juste quelques exemples de résultats qu'on a sur ce jeu de données. Ici, vous avez les changements de biomasse et les changements de diversité, donc à gauche et à droite. Et dans l'axe des ordonnées, c'est les changements de redondance du réseau trophique. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que on voit que le zéro est plutôt au milieu ici. Donc, on a des sites où on va avoir une augmentation de biomasse, des sites où on va avoir une diminution de biomasse. Et pareil pour la diversité. On n'a pas juste tous les sites avec des valeurs de pente négatives. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, il y a beaucoup de bruit, hein, mais on tend à avoir une corrélation entre les changements de biomasse et de redondance des réseaux, et une petite corrélation aussi entre les changements de diversité et les changements de redondance, dans le sens où quand on a une biomasse qui augmente dans notre communauté, on a tendance à avoir plus de redondance dans le réseau trophique, et quand on a une diversité qui augmente dans notre communauté, on a tendance à avoir en proportion plus de redondance dans notre réseau trophique. Comment vous l'avez mesuré la redondance? Alors en fait, ça c'est le postdoc qui l'a fait. Il faudrait que il y a une méthode pour le faire. En gros, ça met un lien source et on regarde. Je pourrais retrouver si besoin. Non, Mais voilà, il y a un article qui explique comment estimer. C'est intéressant pour le moment, c'est assez corrélatif, hein. Mais en gros que voilà, donc clairement il y a une corrélation entre les changements de biomasse qu'on observe et les changements de structure de réseau. C'est pas indépendant. Enfin, en tout cas d'après cette corrélation. Euh, donc ça, on l'a regardé pour pas mal de choses dans nos réseaux trophiques. Je vais peut-être pas trop entrer dans le détail parce que j'ai déjà été trop bavarde. Ce qui est peut-être juste à souligner aussi, c'est qu'on retrouve aussi des liens entre les changements de biomasse et les changements de niveau trophique moyen. Globalement, dans les communautés de poissons où on perd de la biomasse, on a tendance à avoir moins d'espèces au sommet, on va dire, du réseau trophique. Et on peut aussi comparer ça avec des attendus de modèles où on corrèle juste la biomasse totale, la structure du réseau et la diversité.
Et en fait, ce qui est marrant, moi, je me serais pas attendue à ce que ce soit relativement cohérent avec ce qu'on observe dans les données. Bon, c'est peut-être juste le hasard, mais globalement, en fait, voilà, c'est assez cohérent entre les prédictions théoriques des modèles et ce qu'on observe dans les données. Alors, est-ce que c'est parce que juste c'est un peu implicite au vu de la structure du réseau trophique, hein, que quand on a plus d'espèces, on va avoir plus de redondance dans le réseau? Mais en tout cas, voilà, c'est très cohérent entre l'observation des données et les prédictions du modèle. Donc, juste pour conclure vite fait là-dessus, voilà, l'idée un peu, c'était de commencer à questionner un peu ces aspects complexité, stabilité, changement avec des vraies données. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, dans ces données de rivière, il faudrait voir sur d'autres types de données. On a vraiment une relation entre les réseaux qui ont plus de biomasse au niveau trophique élevé tendent à être moins variables. Et ces changements de biomasse et de diversité sont aussi généralement corrélés avec des changements de distribution de biomasse entre les différents niveaux trophiques. Alors ça, en tout cas, dans l'aspect modèle, pour expliquer un peu les résultats qu'on a dans notre modèle, quand on a des espèces qui sont grosses en termes de taille, en fait, elles ont une démographie beaucoup plus lente, des taux de mortalité plus faibles, etc. Et c'est clairement ça, en tout cas, le mécanisme, je pense, qui explique la moindre variabilité des fluctuations dans le modèle. Alors, est-ce que dans les données, c'est le même mécanisme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est au niveau modélisation, c'est ça qui se passe dans notre modèle. Et ce que ça suggère sur les changements un peu de long terme des réseaux trophiques de poissons, on a fait un certain nombre de simules sur les données pour voir un peu quand on éteint certaines espèces, qu'est-ce qui se passe. Et clairement, c'est les espèces un peu de grosse taille, de sommet, qui semblent pas mal déterminer les changements de réseau et les changements de biomasse qu'on observe. Et le dernière chose que je voulais dire, c'est que globalement, dans la plupart de l'étude qu'on a faite, en fait, la plupart des travaux en écologie théorique s'intéressent beaucoup aux notions de connectance et tout ça, et en fait, il semble que ce soit pas nécessairement la chose la plus intéressante, en tout cas, à regarder nécessairement. Donc voilà. Merci.